Reg, je vais te laisser maintenant nous décortiquer ce but arrivé très tôt, hein. D'ailleurs, c'est la marque de fabrique, Sid l'avait souligné dans différents podcasts, la marque de fabrique du Canada, cette campagne-là, c'est de marquer très tôt dans les 15 premières minutes au moins un but. Ça s'est fait, je crois, quasiment À la à 13e. 60, non, mais à 70% de leur Ah match oui. où ils arrivaient à marquer assez rapidement. Vas-y, Reg. Ouais, merci Julien. Bah écoute, j'ai choisi le premier but. Je le trouvais vraiment dans la construction et il y a des mouvements qui sont très intéressants et ça met aussi en lumière un peu tout ce qu'on a dit en prélude sur cette équipe-là. Donc je vais tout d'abord vous passer le but une seule fois. C'est parti. Hop. Alors, donc comme disait Sid, les vagues de Adécoubé, donc il est là. Oh mon Dieu. La vitesse, la puissance, il est là. Il a envie de faire la diff. Oilette qui envoie Eustachio, une touche de balle et il envoie Karl Larin. Boum. Genre un but d'école à la 13e minute. Là, le stade BMO Field est en fusion. Donc, je trouvais ce but vraiment intéressant. Alors, tout d'abord, j'ai pris quelques captures d'écran pour vous montrer. Déjà, comme il disait Sid, il a vraiment noté le match à Découbé qui a fait des montées pendant tout le match. Un vrai poste de piston, la vraie différence. Et ce que j'ai noté d'abord dans cette capture d'écran, c'est vraiment à quel point les deux attaquants, Karl Larin et Jonathan David, à quel point ils sont très bas pour venir chercher le ballon. Et là, dans cette zone-là, il y a 10 joueurs. C'est fou à quel point ils partent de vraiment très très bas, tous ensemble. Et après, là, tu as vraiment. C'est comme si. C'est comme dans Braveheart, là. C'est ça que j'ai aimé aussi. Là, tu as vraiment tout le monde qui court dans tous les sens. Et c'est là le placement. Et c'est là que je dis qu'un peu l'adversité a été un peu compliquée. Là, on voit, ils sont tous en train de courir après à Découbé qui a le ballon. Juno Elliott qui est placé à la base, comme a dit Julien, dans un 4-2-3-1 ou un 4-4-2, vraiment au poste de ailier, mais il a été placé aussi au milieu de terrain, donc c'est un peu dur. Donc là, il se retrouve sur l'aile gauche. Donc, on retrouve notre attaquant Karl Larin ici, le finisseur, et Jonathan David qui, comme a dit Sid, joue un rôle de 9,5, donc il est vraiment très très bas, au même niveau qu'Eustachio ici. Et là, donc la passe à Découbé qui la donne à Junior Ouellet. Et c'est là que je trouve à quel point ils étaient un peu désorganisés, les Reggae Boys. Même la photo incroyable. précédente, là, ça a l'air du 12. Là. C'est incroyable à quel point ils couraient tous. Tu sais, on voit dans l'action précédente, ils couraient tous après le ballon. Là, il y a à peu près 5 joueurs qui regardent que le ballon, ils courent, ils courent. C'est vraiment là, tout le monde court après le porteur du ballon, c'est fou. Puis Eustachio, je trouve que c'est vraiment le joueur clé, le joueur technique du milieu de terrain qui peut faire des différences avec la passe. Et j'ai mis un cercle pour vous montrer l'espace qu'il a. Une passe latérale de Ouellet, et là, l'espace qu'il a pour vraiment ajuster, prendre un contrôle, lever la tête. Puis, sur la slide suivante, puis on l'a vu dans l'action, il reçoit vraiment un ballon, contrôle, lève la tête, et Karl Larin qui reste en jeu, genre avec la ligne des défenseurs, et puis qui fait son appel, et Eustachio qui envoie un beau ballon, et d'une touche de balle, Larin qui finit. Donc, ce que j'ai aimé, dans cette action, tu as vraiment le piston qui fait des différences avec des courses. Tu as les attaquants qui viennent chercher le ballon très très bas, qui sont très impliqués dans le jeu. Puis Eustachio qui est vraiment à la baguette dans la dernière passe, qui a souvent fait défaut, je trouve. Quand tu as Alphonso Davis dans l'équipe, c'est vrai que le jeu, il penche beaucoup plus à gauche et on compte beaucoup sur lui pour faire le débordement et pour faire la passe. On l'a vu souvent, ce but-là, où il déborde, il fait la passe à Larin qui a le but ouvert, il fait la passe à Jonathan David qui a le but ouvert. Là, tu es obligé de te réinventer, tu es obligé de créer autre chose. Puis là, ça passe par un joueur comme… on a le même semblant de course avec Adécoubé sur le côté. Et après, tu as la dernière passe d'Eustachio, la touche technique à l'attaquant, Mr. Besiktas. Et donc, il met ce finish. Donc, c'est ce but-là que j'ai choisi. Puis, j'ai trouvé ça… c'est vraiment à l'image un peu
de ce match, d'avoir des vagues sans arrêt et de profiter de la complète désorganisation d'une équipe qui est éliminée depuis longtemps et qui est désintéressée. Puis une belle connexion entre Eustáquio là et Larin, parce que c'est pas non plus un endroit évident pour à viser, et ils le font, enfin ils se comprennent très bien sur là où il veut que la passe soit amenée, Larin, et là où Eustáquio est capable de la mettre avec la force nécessaire. J'ai bien aimé l'orientation de la flèche, parce que son appel de balle courbé, ça aussi c'est vraiment c'est important, j'ai mis pour qu'il reste en jeu justement. C'est un bel appel de balle, donc comme vraiment d'un très bon niveau d'attaquant. Après, bon, il y a celui que je vais appeler l'arrière droit jamaïcain, qui est vraiment, enfin qui couvrait de toute façon tout hors-jeu potentiel, mais c'est quand même, je veux souligner que c'était un bel. C'est vrai qu'on le voit à peine sur la photo. Oui, non, mais lui, voilà, même s'il n'avait pas fait un bel appel de balle, Larin, il n'aurait pas été hors jeu, parce que il est vraiment très très bas ce joueur-là. Par contre, il a fait quand même un appel de bonne qualité, et le ballon dosé de Eustáquio, je trouve que la fraction de seconde dans laquelle ils se comprennent pour arriver à cette situation, c'est un beau niveau. Et puis je suis content aussi pour Eustáquio, parce que j'ai pas compris vraiment la phrase de John Herdman lorsqu'il avait dit qu'il n'avait jamais vu un profil comme Ismaël Koné, alors qu'il y a tellement de joueurs quand même dans cette équipe-là qui sont quand même des profils assez singuliers, et Eustáquio en fait partie. Il n'y en a pas 50 d'Eustáquio dans l'équipe. Mais c'est pour ça que Sofiane n'aime pas Eustáquio, parce que rapidement, j'avais dit à Sofiane, le Canada est chanceux d'avoir Eustáquio, parce qu'il n'y en a pas un autre profil comme lui. Il est là aujourd'hui, il est un peu fâché. C'est un organisateur unique à cette sélection. Je me rappelle que tu l'avais dit, puis il a vraiment, je trouve, son style à lui, puis il n'y en a pas beaucoup. Comme pour la sélection. Pour la sélection, il n'y en a pas beaucoup qui, techniquement, peuvent faire des bonnes passes vers l'avant. Et le fait qu'ils jouent aussi souvent ensemble, ce jeu-là d'appel avec Larin, ça fait en sorte, ça fait 4 ans là, que l'équipe est à peu près identique. C'est toujours à peu près les mêmes attaquants. Cette action-là qu'on voit en fin de qualif, on ne l'aurait peut-être pas vu il y a 3 ans, il y a 2 ans, parce qu'ils ont ils ont créé cette équipe-là ensemble. Puis t'imagines, Sofiane, si Eustáquio avait dit oui au projet de Montréal? Ah, ça aurait été un joueur très différent. Il n'aurait jamais développé. Est-ce qu'il a bien fait de dire non au projet de Montréal? Non, clairement. C'est fou, hein, ce joueur-là. Il était à ça. C'était vraiment... Il restait. C'était quoi son club? On peut comprendre pourquoi on était intéressé à Montréal, à ce profil-là. Je l'aurais amené ailleurs. Mais le truc que je peux pas régler, je peux pas essayer de cerner sur Eustáquio, c'est que je pense les matchs allés de l'octogonal, défensivement, je le trouvais vraiment pas bon. Là, offensivement, il faisait le travail. Pas bon pour quand le Canada était obligé de bétonner un peu. Mais depuis les matchs retour de l'octogonal, le Canada n'était pas nécessairement obligé de défendre tant que ça. C'était le Canada qui était agressif, puis Eustáquio n'était pas obligé de reculer pendant 15 minutes, rester acculé, puis faire le mur avec Atiba, puis les autres. Donc, je ne sais pas si au mondial, durant les matchs amicaux qui vont arriver durant l'été et l'automne, est-ce que le Canada peut jouer, est-ce que ça peut défendre, bétonner pendant un bout contre des équipes plus fortes, des équipes qui auront des moments plus forts? Je pense que oui, mais à ce moment-là, je parle plus de fin de l'été puis de l'automne dernier. Je trouve que défensivement, je trouve qu'il se cachait trop, mais le reste de son jeu, il est parfait. Mais je comprends un peu le point de Sid là, par rapport à l'hyper-exagération par rapport à Ismaël Koné. Eustáquio est là. Et peut-être, il voit que peut-être Koné défend mieux ou met le pied plus. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Genre, Koné l'aspect défensif, agressif beaucoup plus. Après, Eustáquio est pas. Moi, je pense que ce qui est vraiment mis de l'avant, quand tu le regardes de prime abord, c'est quand même son jeu technique, son jeu balle au pied. Ouais. Koné aussi, mais Koné, tu sens par déjà son physique, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir justement récupérer un ballon, comme on l'a vu depuis les matchs qu'il a fait avec le CF. Il peut aller vers l'avant, il peut défendre. C'est un milieu qui sait tout faire. Alors que Eustáquio, pour moi, je le vois juste. Comme tu l'as dit, c'est comme un 10.
Pour moi, c'est un 10. Juste, il n'y a Ouais, plus ouais. vraiment de poste de 10. Donc, on le fait jouer 8. Mais en soi, pour moi, c'est un joueur Après, qui pourrait limite à Porto, jouer. c'est pas leader technique, non? Non, 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 non. Tu sais, Non, parce qu'il y a des joueurs C'est déjà un meilleurs. joueur de mais- rotation pour l'instant. Là. Exactement. Il Non, a vraiment pas beaucoup joué. là. Dans le foot moderne, c'est un 8+, un 8-, dépendant avec qui tu joues. Dans ton 1-6, c'est vraiment, tu as une équipe très forte, tu as Eustáquio comme un 6, puis tu as des ailiers à gogo, par exemple. Là, tu sais, Eustáquio, c'est à la sauce. Quand je disais 10 avant, c'est par rapport à une ancienne époque il y a 15 ans. Le gars, c'est quasiment un 10, quoi. Dans son style, dans sa mesure. Et puis, mais oui, mais c'est plus un 8, là. Ouais, 8-6. Vous vous rendez compte de la situation? C'est vraiment historique. Là. Je veux dire, on parle d'une. J'ai de la misère à croire qu'on parle de la sélection canadienne. Là. Je veux dire, il y a 10-15 ans, là, des matchs du Canada, on ne pouvait pas faire d'analyse tactique ou whatever. Il y avait des On pouvait, là, catastrophes. mais là. comme- Ouais, mais il y avait de la catastrophe. On Là. n'avait pas envie de le faire, même si on le faisait. Même mais- si on le faisait pareil, parce que genre comme, je veux dire, comme le on, je veux vraiment nous exclure tout de suite parce que j'en ai parlé un petit peu il y a 10 ans à Soccer Sans Frontières, pas grâce à nous, c'est pareil, la vérité étant que Raphaël Larocire notamment était vraiment des pionniers de la couverture de l'équipe canadienne. De la sélection. Donc, c'est ça, donc nous, je me sens pas concerné parce que tu dis. On a toujours parlé de l'équipe canadienne, en tout cas depuis qu'on a commencé à faire ça. Oh, à faire puis notre quand j'ai podcast. 10 ans, moi j'ai des flashs encore plus creux. là. J'ai des flashs où il y avait Dozaro qui était tout seul à essayer de déjouer En de ses pointe. joueurs en face. Et la génération actuelle, tu sais, je l'ai vécu avec mon fils. Là. Il n'a pas idée de ce qu'il est en train de vivre. Lui, il consomme pour la première fois du soccer international et tout de suite, il consomme la sélection canadienne comme s'il consommait n'importe quel autre sport. Là. C'est vraiment... C'est un game changer, ce qui se passe là. Pour la génération actuelle et pour la couverture média mainstream. Là. On n'est plus obligé de se trouver une équipe pour suivre la compétition la plus couverte internationalement. Tu sais, moi, cette année, je vais prendre pour les Allemands. Moi, je pense que je vais prendre pour l'Argentine cette année. Tu sais, c'est plus ça. Là. On se retrouve dans un moment là, vraiment là, hyper important. La sélection canadienne, c'est une autre sélection comme les autres. Tu sais. On est pertinent. Puis pas par défaut. Là, c'est des joueurs intéressants qui se retrouvent dans les meilleurs clubs et des joueurs qui ont potentiellement un avenir dans d'autres gros clubs. Je trouve qu'on prend trop ça pour acquis. Là, tu sais, oui, et justement, on parlait de l'acquis, Nilton, pour appuyer ton point, c'est que il faut se rappeler, la dernière fois que le Canada était dans une phase finale de qualification pour la CONCACAF, était en 1998. Je me suis arrêté à 98, je vais pas reculer après. En 98, ils étaient en phase finale. Ils étaient dans l'hexagonale version, je sais pas quoi, version -1. Il faut pas oublier. Entre 98 et maintenant, le Canada n'a jamais été dans la phase finale de qualification. Ils n'étaient pas en compétition pour essayer d'y arriver. Et la dernière fois, avant 2022, où ils étaient proches, c'était le fameux 8-1 contre Honduras, où ils avaient besoin d'un point pour passer à l'hexagonale. Et dans ce groupe-là, c'était Honduras 11 points, Panama 11 points, Canada 10 points. Donc ils ont perdu 8-1, mais c'est pas comme c'était un match normal. Là. Genre, ils font un match relax, puis ils passent. Et puis, ils sont en phase finale pour essayer d'aller au Mondial 2014, qui était une génération, certains étaient vers la fin, mais encore dans le prime, des Rosario, tous ces gars-là, Bernier était encore là. Il ne faut pas oublier, il y avait cette catastrophe-là, ce cauchemar de l'Honduras 8-1, ben, c'était quelque chose de positif, parce que depuis 1998, c'était catastrophique. Oui, il y avait la Gold Cup 2000, etc., mais soyons sérieux, là. La Gold Cup, c'était bien, on est content, mais en termes de qualif de mondial, le Canada était inexistant. Enfin, il faut le dire. Le Canada dans le football mondial était inexistant. Pour faire un lien avec ce que tu disais, Nilton, c'est que c'est drôle de Eustáquio à la fin du match, lorsqu'il parle du fait qu'il est vraiment très content d'avoir choisi de jouer pour le Canada et qu'il espérait tomber contre le Portugal dans les groupes de la Coupe du Monde. C'est un discours qui était très, très rafraîchissant, mais je pense qu'on a sur l'action de Reg, on voit beaucoup les forces du Canada sur la transition rapide. On l'a vu durant tout l'ensemble de la compétition. Maintenant, je pense qu'il y a un truc qui me plaît pas mal dans cette action, c'est qu'il y a aussi un petit peu d'attaque placée entre la transition Oilette vers Eustáquio. Et je crois que c'est là qu'il y a le plus gros axe de progression de l'équipe canadienne. Il faut absolument être capable de jouer aussi
en attaque placée. Donc, ce n'en est pas une. C'est vraiment une transition rapide. Et ça, ils sont très forts. Ils ont des latéraux qui sont très, 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 très explosifs, mais qui sont aussi très intelligents. Je pense que c'est souvent très réducteur. Tu cours vite, donc il n'y a que ça. Non, il faut savoir comment courir vite. Il faut savoir comment prendre les espaces. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Il y a tellement d'intelligence de jeu pour simplement, sinon tu prends n'importe qui, quelqu'un sur une piste d'athlétisme, tu mettrais au football. C'est complètement faux. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette intelligence et ce raffinement tactique pour voir justement un peu plus loin que oh, lui, il court vite, ça m'impressionne. Waouh! Non, je veux dire, comme ce qu'ils font à haute intensité, ça prend vraiment aussi beaucoup d'intelligence de jeu. Et ils ont ça. Très bien. Ils ont ça aussi devant avec Buchanan, David et Larin. Très bien. Mais il faudra aussi, face à des blocs médians, des défenses aussi qui sont beaucoup plus compactes, pas forcément des blocs bas, parce qu'en Coupe du Monde, les gens ne seront pas en bloc bas contre le Canada, à moins d'un tirage au sort un peu particulier. Il faudra aussi trouver des façons d'avoir d'autres manière de marquer des buts. Eustáquio, axe de progression, clairement les coups de pied arrêtés, c'était pas très bon sur l'ensemble de la campagne. Je pense qu'il a un meilleur pied que ça. Il faudra, ça aussi, comme dit, le diable est dans le détail, il faudra trouver ses façons de faire. Mais je suis content de cette passe décisive-là. Parce que, comme tu as dit aussi, Reg, il a joué plus bas. Il était beau à voir aller en espèce de numéro 6 à la Verratti. Genre comme tu lui donnes le ballon, genre comme tu sais, il tricote, etc. C'était vraiment très beau à voir aller. Mais après, j'étais content juste qu'il s'est retrouvé dans cette position très avancée sur le terrain et qu'il fasse cette passe décisive aussi. Donc, je suis très content pour lui. Pour Larin aussi, parce que je pense que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Canada. Mais il continue à pousser vers ce record. Un joueur qui a été aussi très, très décrié et qui est revenu en très grande force en 2021. Donc content aussi pour lui, mais très beau but que tu nous as présenté, c'est le fun. Puis pour finir là, tu parles d'attaque placée. Je trouve justement à la comme 20e minute, il y a une action, ça part sur une contre-attaque. Junior Hoilett, il calme le jeu, la remet à Eustáquio qui lui remet, t'as Découbé qui fait l'overlap, il lui envoie, puis la passe à Buchanan, puis il la met au-dessus. Tu sens vraiment, c'est sûr que ça va passer par les ailes, c'est ça leur force. Ah non, ils aiment ça. Ils adorent ça. Alors, Laria a découpé, c'est on court. C'est le jeu. Ils aiment ça, ça c'est clair. Mais il faudra autre chose. Fou. Parce que moi, je pense que, je veux dire, on l'a vu quand Johnson est rentré. C'est sûr. On appuie sur la pédale de frein là. Donc, mais avec les attaquants, tu vois, avec un Jonathan David qui décroche tellement, je trouve que ça apporte cette option en plus. Tu vois, je pense que si c'était un attaquant plus de surface, je trouve qu'on n'aurait pas cette flexibilité-là. Puis je pense qu'avec un Jonathan David, plus un Eustáquio aussi, qui va forcément monter en puissance en espérant qu'il va prendre plus de minutes d'ici le mondial avec le Portugal, avec Porto, pardon. Je pense moi, je l'ai bien aimé. Je pense que Nilton aussi mais j'ai beaucoup aimé dans ce rôle. Après, bon, c'est la Jamaïque, mais bon, on ne choisit pas ses adversaires, comme je dis souvent. Mais moi, je l'ai bien aimé comme ça, là, vraiment l'organisateur de jeu. Puis, je doute pas que les très bons joueurs s'entendent. Donc, avec Alphonso Davies, il n'y aura pas de problème en tant que tel. Mais globalement, il y a beaucoup de joueurs qui ont bénéficié de l'absence d'Alphonso Davies pour prendre un peu plus de place dans le jeu.